Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania où cette semaine j'accueille Pauline Léniaud qui a cofondé Gemio, une marque de joaillerie 100% online qui a su se faire une place assez impressionnante aux côtés des grands noms du domaine pour devenir la troisième marque la plus cherchée sur Google aujourd'hui en France dans son domaine. Dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses. On commencera en parlant du fait que Pauline a lancé un podcast. J'ai été curieux de savoir pourquoi est-ce qu'elle l'avait lancé et il y a une raison psychologique très intéressante derrière. Mais on parlera aussi et surtout de Gemio, de comment attaquer un marché bien établi et vous faire une place à côté de ces marques que tout le monde connaît déjà et des signes, des indices qui ont convaincu Pauline qu'elle avait une opportunité à prendre dans ce domaine-là. On parlera de comment créer un produit à partir de zéro et notamment les étapes pour démarcher les fournisseurs, faire vos premières ventes. En particulier dans un domaine aussi compliqué que la joaillerie, oui, il faut quand même travailler avec des fournisseurs de qualité, avoir les bonnes pierres, avoir les bons métaux, avoir les bons artisans et on ne peut pas complètement faire ça en Chine sur AliExpress. On parlera de la psychologie d'un achat cher puisque le panier moyen chez Gemio, c'est 1 000 € et comment est-ce que cet achat peut se faire sur Internet et les techniques que vous pouvez utiliser pour rendre votre client plus confortable avec ce niveau d'investissement dans votre produit. On parlera des canaux marketing qui ont permis à Gemio de décoller et les canaux qui fonctionnent aujourd'hui. On parle notamment des affiches dans le métro qui a une idée qui peut sembler bizarre et qui peut sembler terrifiante pour la plupart des entrepreneurs du web parce que ce sera pas aussi simple de mesurer vos résultats et vos conversions derrière, mais c'est quelque chose qui a très bien marché pour Gemio. Ils ont eu une approche très particulière et ils ont eu une opinion assez claire sur la stratégie qu'ils voulaient suivre et sur la psychologie client qu'ils cherchaient à débloquer avec ces affiches. On parlera aussi de la boutique physique, puisque Gemio a ouvert un certain nombre de showrooms dans différentes villes de France. Et pourquoi est-ce qu'ils ont senti le besoin de repasser sur une boutique physique quand ils avaient commencé online? Et c'était à l'origine leur avantage, puisqu'évidemment, il y avait aussi un avantage sur le coût quand vous n'avez pas besoin d'avoir des boutiques, etc. Donc, l'intérêt de la boutique physique, à quel moment est-ce que ça devient intéressant? Et finalement, c'est quelque chose qui arrive au début de l'interview, mais je l'ai mis à la fin de mon introduction. On parlera de l'école de commerce. C'est une question que je reçois souvent de savoir si il faut faire telle étude ou telle étude pour devenir entrepreneur. Et comme je sais que Pauline est passée aussi par une école de commerce, elle est passée par HEC et qu'elle mentionnait cette étape dans ses études, on parlera ensemble de la valeur que ça peut avoir ou non pour monter un business par la suite. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Pauline Léniaud. Salut Pauline et bienvenue sur le podcast. Merci à toi de me recevoir. Est-ce que tu peux commencer par présenter un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 35 ans depuis quelques semaines, c'est très dur. C'est dur? Ouais, c'est un peu dur. J'ai pris un petit coup de vieux avec les 35 ans, mais je reste jeune dans l'âme. Non, mais donc je suis une femme mariée. J'ai créé une boîte qui s'appelle Gemio, qui est une marque de joaillerie que j'ai créée justement avec mon mari. Et en plus de Gemio, j'ai une autre petite activité qui est que j'ai un podcast qui s'appelle Le Gratin où j'interviewe des personnalités que j'estime remarquables pour parler un petit peu de leur parcours, de leur succès, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voilà, je fais un petit peu tout ça en même temps. La boîte Gemio existe depuis maintenant plus de 7 ans. C'est une entreprise qui est rentable, qui a une bonne notoriété en France et sur laquelle on a encore énormément de projets. Donc c'est assez cool. Je voudrais qu'on rentre pas mal dans les détails de Gemio, notamment sur la partie marketing. Mais comme tu as mentionné le podcast Le Gratin, je serais intéressé de voir pourquoi est-ce que tu as lancé un podcast parce qu'au final, ça n'a pas de lien direct. J'imagine que ça t'apporte pas directement des clients sur ton entreprise. Alors pourquoi lancer un podcast? Écoute, il y a plein de raisons en fait. En réalité, c'est un peu aussi le hasard et juste le fait que j'avais envie de faire autre chose. Ça fait quand même 7 ans que je travaillais à temps plein sur Gemio et donc je pense que j'avais aussi envie de voilà, trouver une nouvelle énergie qui vienne un petit peu d'ailleurs. Mais en fait, la réalité, c'est que Gemio, c'est une marque
toujours été une marque un peu particulière parce que même si c'est une marque de joaillerie, donc a priori on se dirait pas trop start-up, etc., on a toujours une attitude très entrepreneuriale avec mes associés et en fait assez naturellement on a eu beaucoup de presse sur justement notre aventure entrepreneuriale. Et cette aventure, cette audace, ça a toujours été un peu au cœur de notre ADN de marque, même sans franchement de façon consciente, tu vois, c'était un petit peu spontané. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'il fallait en fait qu'on inclue cette audace et l'idée d'innovation dans notre plateforme de marque chez Gemio et qu'en fait ça faisait vraiment partie intrinsèque en fait de nos valeurs et qu'au contraire essayer d'être créatif, essayer en permanence de se challenger, trouver de nouvelles idées pour justement pas devenir une marque conventionnelle, c'était hyper important pour nous. Donc en fait, de fil en aiguille, je commençais à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui m'intéressait moi personnellement et qu'est-ce que je pensais qui pouvait créer de la valeur pour d'autres personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein d'entrepreneurs à qui on ne donnait pas forcément la parole et que ça pouvait être intéressant. Et moi, j'avais vachement l'occasion, lorsque je faisais des conférences, notamment, j'en ai pas mal fait, de rencontrer des personnes mais incroyables. Et je me disais, mais c'est quand même assez dommage de ne pas pouvoir partager ça. Moi, j'apprends plein de choses, autant en faire profiter d'autres personnes. Et puis, par ailleurs, moi-même, en fait, si tu veux, toutes ces personnes-là, je les écoute en conférence, elles me disent des trucs hyper intéressants, mais j'ai jamais, en fait, le courage, entre guillemets, d'aller leur poser de vraies questions concrètes sur « et là, comment t'as fait ? Et là, comment t'as fait ?» Et en fait, je me suis dit, c'est trop dommage. Parfois, des personnes que je connaissais même très bien, je n'osais pas trop le faire, ou même j'y pensais pas spontanément. Et donc, je me suis dit, en fait, autant formaliser un peu le truc et juste essayer d'avoir des conversations avec ces personnes-là pour leur poser des questions qui, moi, m'intéressent personnellement, au niveau entrepreneurial, personnel, alimentaire, peu importe, et ensuite le partager. Et si ça marche, tant mieux. Voilà, ça sera une bonne chose et peut-être que ça fera encore plus grandir la notoriété de Gemio. Mais en fait, j'avoue que je l'ai surtout fait pour moi, pour m'amuser. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, si tu veux, c'est que cette énergie du podcast, tout ce que j'apprends dans le podcast, c'est des choses en fait qu'on va réussir à implémenter chez Gemio. Et donc, en fait, je vois vraiment que l'énergie appelle l'énergie, que les projets appellent les projets. Et moi, depuis que j'ai lancé le podcast, depuis maintenant, ça fait un peu plus de 6 mois, 9 mois peut-être, voilà, enfin, je sens vraiment qu'on a une très, très bonne énergie dans la boîte, qu'on a beaucoup plus d'idées, qu'on est beaucoup plus créatif, qu'on se challenge beaucoup plus. Donc, pour moi, c'est un vrai succès de ce point de vue-là. Les gens dans la boîte écoutent le podcast et il faut référence que moi, en interne, il y a souvent ça. Il y avait, ah tiens, tu te souviens l'idée que tu Ouais, un petit avais peu, ça mentionnée arrive. avec Olivier Lambert, il faut qu'on fasse ça. Ça arrive, ouais, ça arrive. Enfin, tu vois, pour te donner quelques exemples, on a lancé un podcast aussi avec Gemio, donc rien à voir sur une autre thématique parce que on voulait que ça soit vraiment lié à notre ADN. Donc pour le coup, on parle d'amour et donc on interviewe des couples pour parler un petit peu de leurs relations, de leurs tricks, etc. Et ça fonctionne très bien. Mais cette idée, en fait, elle est clairement venue en fait du succès du gratin, tu vois. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette idée-là. Une autre idée, c'est on a mis en place un peu des séances de brainstorm, c'est tout bête, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait être créatif, qu'on est une boîte créative, mais qu'en fait, si tu formalises pas un petit peu le processus, si jamais tu te forces pas, tu vois, à vraiment en fait lancer des idées, en fait, tu le fais jamais. Et donc, ça, c'est suite à un épisode que j'ai fait avec Guillaume Gibaud du Slip Français où je lui demandais, et c'était sincère, tu vois, comme question, comment vous faites pour avoir autant d'idées farfelues de dingue? Et il m'a expliqué quoi, que tout simplement c'était un boulot et qu'une fois par semaine, il faisait un brainstorm, qu'il y avait quelqu'un qui était en charge d'animer les réunions, etc. Et du coup, on l'a mis en place immédiatement chez Genio et je dois dire que ça marche très très bien. Euh, j'ai vu que c'est difficile d'estimer l'audience d'un podcast vu que l'extérieur. J'ai vu que tu avais plus de 700 évaluations sur iTunes, ce qui est vachement élevé. Tu dirais que c'est combien si tu es confortable d'estimer l'audience sur le gratin? Alors, je t'avoue que je peux te dire à peu près ce que je vois moi dans mes stats Ouais. par épisode. Par épisode, je vois autour de 15 000 téléchargements à peu Donc, près. donc c'est monté très vite. Tu t'attribues ça au fait que tu étais déjà un petit peu connu, tu avais pas mal de presse. Comment tu dirais que le podcast s'est promu au départ? Écoute, je pense que je suis arrivée aussi au bon moment, faut être honnête. Quand on est entrepreneur, on apprend qu'il faut d'abord bien faire les choses, mais que malgré tout, le timing est super important. Et je pense que je suis arrivée à un moment où vraiment en France, moi, je l'ai vu, les gens commençaient à beaucoup parler du podcast. Et peut-être que je m'y intéressais pas forcément avant, mais avant, j'avais pas l'impression qu'on en parlait beaucoup. Et il se trouve que pile début d'année 2018, quand j'ai lancé mon podcast, franchement, j'ai commencé à avoir énormément de presse dessus, énormément de personnes qui en parlaient et du coup qui regardaient aussi les nouveaux podcasts. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de presse sur mon podcast. Je pense que, enfin, j'espère que le produit est bon et que c'est pour ça qu'en fait les gens en parlent et le recommandent. Et puis il y a autre chose aussi. C'est vrai que ma notoriété personnelle et le fait que je sois entrepreneur
fait que c'était un peu différent, tu vois, que j'avais une différenciation finalement par rapport à pas mal de podcasteurs français qui très souvent sont des entrepreneurs, mais pas avec des boîtes en même temps, si tu veux, avec pas mal de salariés. Souvent, c'est plus des freelances ou enfin, c'est des entrepreneurs aussi, hein, mais d'une manière différente. Et je pense que moi, le fait que j'ai une boîte qui existe depuis 7 ans assez solide fait que, bah, voilà, il y a des gens que ça intéressait. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Après, il n'y a aussi pas tellement de secrets. C'est aussi que quand j'interviewe des personnes pour parler sur le podcast, bah, très souvent, en fait, ils en parlent autour d'eux. Tu vois, ils le relaient sur leur réseau. Et c'est vrai que ça aide énormément. Donc, je pense que le fait d'être plus dans une conversation et pas de juste, en fait, parler moi, fait que la diffusion, si tu veux, a nécessairement été beaucoup plus rapide que si j'avais fait un podcast où j'avais parlé toute seule devant mon micro, c'est sûr. Le podcast moi que j'ai fait qui a marché le plus vite, c'est assez étonnant. C'est un podcast où on était tous les deux toujours dans on était deux quoi, on était deux, on co-présentait, on parlait de différents sujets chaque semaine. Et ce que j'ai appris après cette expérience, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé Marketing Mania, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, j'avais vraiment l'idée que j'allais prendre les gens et driver un maximum de conseils, de valeurs, etc. Et ensuite, j'ai fait cet autre podcast à côté qui était plus un espèce de hobby où j'étais là pour discuter, pour partager un peu différentes choses. Et du coup, c'était moins dense, on va dire, et c'était plus personnel. Et c'est un podcast qui a très vite pris. Et encore aujourd'hui, les gens me disent que, ah tiens, ça nous manque, etc. Et c'est un truc que j'ai essayé de plus en plus d'injecter dans le podcast Marketing Mania. C'est l'idée que, tu vois, les gens sur le podcast ont un peu plus de temps que dans d'autres formats, notamment sur YouTube. Sur YouTube, moi, mes vidéos sont édités à la virgule, quoi. J'ai vraiment un script très précis que je suis parce que je sais que l'attention des gens est précieuse et est compliquée à garder. Et sur le podcast, c'est intéressant parce qu'il y a toute une nouvelle dimension que tu peux explorer qui est pas possible sur les autres formats. Oui, complètement. Bah, moi, je le vois, tu vois, mes interviews font entre les 50 minutes et 1h30 pour les plus longues. Il y a des podcasts qui sont encore plus longs que ça, hein. Mais en fait, c'est déjà, je trouve, quand même assez long. Et pour autant, moi, ce que je vois des stats Apple, c'est que visiblement, les gens écoutent à 80% le contenu, quoi. Donc, c'est quand même assez important. Et du coup, ça me fait penser que voilà, quand tu es vraiment intime, quand tu arrives à avoir de bons invités et que tu essaies vraiment en fait de t'intéresser à eux et voilà, qu'ils ont des contenus intéressants, bah, en fait les gens restent et les gens ça les intéresse. Et je vois même en termes d'abonnement, tu vois que les gens vraiment s'abonnent beaucoup, donc c'est que a priori bah, ça leur donne envie d'avoir un peu cette petite fenêtre, tu vois, sur la vie de tous ces entrepreneurs ou de ces hommes d'affaires qui ont réussi. Tu as des inspirations sur le podcast, sur comment poser des bonnes questions, interviewer, ce genre de choses? Alors écoute, moi j'ai une chance, si je puis dire, c'est que mon background à la base, il est littéraire. Donc j'ai pas, enfin je pense que si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais été soit prof, soit journaliste, soit écrivain, ou peut-être que j'aurais rien fait du tout, mais j'aurais clairement été plutôt dans une voie littéraire. Et donc bon, bah, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Après, pour poser des questions, c'est vrai que moi, je suis souvent très intéressée par tout ce qui est un petit peu processus de pensée et notamment prise de décision. Parce qu'en fait, moi-même, je me pose souvent ces questions. C'est pas tellement comment tu as réussi à faire ça, mais c'est comment en fait tu as pris ta décision et comment tu as pensé que c'était ça la meilleure solution pour toi. Et donc, en fait, très souvent, c'est vrai que j'oriente mes questions un peu comme ça. Parce qu'au fond, c'est plus ça que tu vois, les outils ou les petits tricks qui fonctionnent. Parce que finalement, ça, c'est souvent très ponctuel et ça peut marcher pour une personne à un moment donné, mais c'est pas forcément réplicable. Alors que je pense que essayer de comprendre vraiment un processus de décision, ça c'est vraiment intéressant et ça permet aux gens de progresser. Donc je dirais qu'en général, j'essaie quand même vraiment plus d'orienter mes questions là-dessus. Après, bah, j'écoute d'autres podcasts. Moi, il y a plusieurs podcasts que j'aime bien. En France, j'écoute de temps en temps le podcast Génération XX, qui est un podcast qui, d'ailleurs, où je suis passée et qui m'a fait découvrir le monde du podcast, où Siem Jibril invite des femmes entrepreneurs. J'écoute. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute Macintosh, pardon. J'écoute Génération Do It Yourself aussi de temps en temps. J'écoute Vlan avec Grégory Pouy. Et puis dans les podcasts américains, je vais écouter évidemment alors Tim Ferriss. Je vais écouter aussi le podcast How I Built This que j'aime beaucoup. Et j'écoute un podcast absurde, mais qui en fait est intéressant au niveau des questions justement. C'est pour ça que je te donne cette source. C'est le podcast de Oprah, la speakerine américaine, et en fait elle pose de très bonnes questions et souvent en fait je me dis tiens cette question je l'aime bien et je me la note et ensuite je la pose. Ok.
C'est drôle, je savais pas que Oprah avait un podcast, mais quand tu penses, c'est totalement Elle en a logique. même deux. Ouais, c'est Elle en a totalement même deux. logique. Parce qu'en fait, elle a fait ça, elle a fait beaucoup de talk-shows pendant toute sa carrière et elle a construit une carrière sur poser des questions et notamment pouvoir éliciter chez les gens un petit peu leur parcours de vie et le côté plus émotionnel de leur histoire. Il y en a un qui, Alors, je t'avoue que c'est très ouais, psycho, hein, son ouais, podcast, et c'est très orienté en plus religion et tout. Donc moi, c'est pas forcément la partie qui m'intéresse. Mais en revanche, au niveau des questions qu'elle pose, tu comprends quand même qu'elle ait eu vraiment du succès, cette femme, parce qu'elle arrive à créer un lien assez fort avec ses invités. Et ses questions sont souvent très justes. Et même la façon dont elle interagit, je trouve qu'elle crée vraiment une bonne connexion. cool. Sur ce, bah, du coup, je vais transitionner sur ton projet principal, sur Gemio. Est-ce que tu peux introduire un petit peu l'idée en expliquant, toi, ton expérience personnelle qui t'a amené à avoir cette idée-là? Oui, bien sûr. En fait, en effet, c'était une expérience personnelle. Moi, comme je te disais, à la base, j'avais un parcours littéraire, donc strictement rien à voir. Je ne pensais pas du tout que je serais entrepreneur un jour, notamment parce que mon père lui-même était entrepreneur et que, franchement, ça a été difficile. Qu'est-ce qu'il Et, faisait, ton euh, et père? donc, il était dans l'immobilier. Donc, franchement, il a une belle réussite. Il est né, il est né dans un milieu très, très humble et il s'est construit entièrement tout seul à la force du travail, tu vois, et de l'énergie. Donc, honnêtement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais bon, franchement, il en a chié, il a travaillé toute sa vie énormément. Je pense que ça a été dur. Il a quitté voilà, le domicile familial, si tu veux, à 16 ans pour avoir une carrière. Et donc, je pense qu'il en avait un petit peu marre de travailler sur la fin. Aujourd'hui, il est un peu plus fatigué, on va dire, du monde du travail. Et donc, en fait, je pense qu'il a toujours eu envie aussi de protéger ses enfants. Donc, j'ai une sœur aussi. Et il nous a pas mal... je pense, voilà, motivé pour faire des études qui feraient qu'on n'aurait pas tellement de questions à se poser, qu'on pourrait avoir des bons boulots, notamment dans tout ce qui est service public. Et donc, il m'a beaucoup personnellement orienté vers le service public. Après, c'est un choix aussi que j'ai accepté de faire. Hein. Mais en fait, toute ma première partie d'études, je me suis orientée vers des études d'abord littéraires, donc j'ai fait Normal Sup. Et après, j'ai commencé à vouloir passer l'ENA parce que je sentais tout simplement que ça faisait plaisir à mon père qui était très fier, c'était hyper prestigieux. Et lui qui avait juste son bac, si tu veux, c'était un peu juste le rêve de sa vie que l'une de ses filles puisse avoir fait Normal Sup et l'ENA, quoi. Et en fait, c'est bête à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire et du coup, qui juste prennent la voie du bon élève. Et en fait, tu as tes profs, tes parents, ton entourage qui dit il faut faire ça, c'est bien, ça qui va fonctionner, mais sans vraiment savoir s'écouter. Et je suis complètement tombée là-dedans. Et alors malheureusement, du coup, j'étais assez malheureuse et je m'en suis rendu compte rapidement. C'est que je n'avais pas du tout envie d'être enseignante ou de faire de la recherche. Je trouvais que c'était des métiers très difficiles et assez solitaires. Et je sentais que ce n'était pas ce qui me plaisait. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de rentrer à l'ENA. Et le jour où je suis admissible, je passe l'oral. En fait, c'est une espèce d'entretien de personnalité un petit peu flippant parce que tu as 6 personnes en face de toi qui juste vont juger pendant 45 minutes si tu es apte ou pas à passer à l'ENA, mais uniquement sur la personnalité. Et globalement, ça se passe, ce que je pense qui se passe bien, se passe très très mal, puisque j'ai 2 sur 20. Et donc, À c'est quoi est-ce une que note tu catastrophique. t'attribues cette note? Parce que moi aussi, j'ai eu des expériences comme ça et j'ai du mal à pouvoir retracer. Notamment, enfin, j'ai fait aussi les concours d'école de commerce. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un blackout total de l'ensemble de mes épreuves. Le seul souvenir que j'ai d'avoir passé des écoles de commerce, c'est d'être stressé et d'attendre le truc. Et tout mon passage dans les salles, j'en ai aucun souvenir. Et ce qui fait que quelques Écoute, semaines plus tard, ouais, tu reçois des notes et je me souvenais pas pourquoi est-ce qu'ils m'avaient pas aimé et j'étais très déçu. Ce qui est certain, c'est que je trouve qu'il y a des gens qui sont assez capables de se juger avec objectivité et de savoir quand ils ont réussi une épreuve ou pas. Moi, toute ma scolarité, j'en étais parfaitement incapable. Je me rappelle très bien quand j'étais plus jeune, il m'arrivait de dire que j'avais complètement foiré un truc et en fait, j'avais une super bonne note. Et à l'inverse, parfois, je pensais que c'était OK et en fait, c'était catastrophique. Donc, je sais que j'ai toujours été une assez mauvaise juge de moi-même, ce qui pas forcément une bonne chose. Mais en l'occurrence, là, j'ai tout simplement été leur demander parce qu'on a la possibilité en fait après les épreuves en fait un mois plus tard d'aller faire ce qu'on appelle une confession. On va demander au jury, au président du jury ce qui s'est passé et en gros, ils m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé plutôt sympathique, mais que en fait, ils sentaient que j'avais absolument pas de vocation pour le service public et je faisais ça pour les mauvaises raisons. Mais si tu veux, c'était totalement vrai. Enfin, sincèrement, la raison, c'était que je voulais faire plaisir à mon père et j'avais pas tellement caché ça, quoi. Enfin, je l'avais peut-être pas dit comme ça, mais franchement, on sentait, je pense, que je connaissais rien du tout au métier, que j'avais juste travaillé les épreuves techniques et que c'était pas du tout ma vocation, alors que ça nécessite vraiment d'en avoir une. Donc je pense qu'en fait, ils ont
tout simplement réussi à me lire beaucoup mieux que je n'arrivais à me lire moi-même. Et donc, m'ont mis un 2, ce qui pour moi, en fait, était presque une note salutaire qui m'a permis... C'était tellement rédhibitoire comme note, si tu veux, que c'était vraiment... Ça voulait dire qu'il ne fallait pas que je le représente. Ça voulait dire qu'il fallait que je parte de là et ça voulait dire concrètement que ce n'était pas fait pour moi. Et donc, sur le coup, pour le coup, ça a été très, très dur parce que quand tu as travaillé 2 ans énormément pour un concours, en plus, c'est quand même un échec qui est très public parce que déjà les notes sont affichées sur le site de l'ENA. Donc, tous mes potes, tous mes amis, toute ma famille étaient au courant que je passais le concours, ne reçoivent pas mon appel ou un message sur Facebook qui dit « ouais, je l'ai eu ». Donc, a priori, ils se disent que ça ne va pas, vont tous voir en secret, tu vois, sur le site et voient que je me suis ramassée. Et donc en fait, la bonne nouvelle dans ce genre d'échec, c'est que tu ne peux pas le cacher, tu es obligé de complètement l'assumer. Ce qui a été extrêmement dur, mais j'ai fini par le faire. Et donc, pendant plusieurs semaines, je me suis un petit peu trouvé des excuses, etc. Jusqu'au jour donc, où j'ai été à cette fameuse confession, qui a été pour moi une vraie révélation, parce que je me suis rendu compte que, comme je te disais, c'est vraiment eux qui avaient compris que c'était pas fait pour moi, quoi, et que juste, il fallait pas que j'essaye d'avoir des talents que je n'avais pas, et qu'il fallait que j'essaye de me concentrer sur mes valeurs et sur ce qui m'intéressait, et pas juste de rentrer dans un moule qui me convenait pas. Et donc, même si ça a été très dur, je pense que ça a vraiment donné une nouvelle tournure et un nouveau sens à ma vie, très honnêtement, puisque je me suis dit à ce moment-là, mais au fond, qu'il fallait que j'arrête de vivre le rêve de mon père, qu'il fallait que j'arrête d'essayer de faire ce qui lui faisait plaisir et d'être la bonne élève qui ne se pose pas de questions, et qu'il fallait que je commence un petit peu à réfléchir par moi-même et à me demander ce que j'aimais. Et donc voilà, donc ça a été un moment assez important dans ma vie. Et donc c'est suite à ça que je me suis dit que je voulais être entrepreneur, parce qu'en fait, en y réfléchissant, je me rendais compte que moi, ce qui me plaisait, c'était l'aventure, le risque, la créativité, le fait de produire des choses, de créer des choses, ce qui est assez éloigné, franchement, de l'ENA. Et donc, je me suis dit, en fait, le meilleur métier pour faire ça, c'est être entrepreneur. Et donc, à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de créer une boîte. J'avais aucune idée de même ce que c'était une boîte. Je savais rien de rien. Et donc, je suis rentrée, j'ai réussi par des voies parallèles à rentrer dans une école de commerce. Et ça a été un nouveau monde pour moi parce que j'ai appris plein de choses. J'ai commencé à comprendre ce que je lisais dans les journaux, le monde alentour. Et j'ai adoré ça. Et j'ai fait des stages dans des startups et tout. Enfin, ça a été vraiment un renouveau pour moi. J'ai été souvent assez critique sur ce podcast de l'utilité d'une école de commerce si tu veux devenir entrepreneur. C'est quoi ton opinion là-dessus? Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Dans l'absolu, je pense que en fait, la meilleure école pour être entrepreneur, c'est de faire et d'apprendre soit par des mentors, soit par de l'expérience. Après, moi, je pense que j'en avais besoin déjà psychologiquement. J'aurais jamais osé me lancer, tu vois, étant d'un parcours littéraire, ne connaissant rien, étant nulle en maths. J'aurais jamais accepté, tu vois, j'aurais jamais assumé le fait de me dire que j'étais capable de créer une boîte, d'enregistrer les statuts, d'avoir une comptabilité. Donc ça a été important. Et en fait, au sein de l'école de commerce, les stages, donc moi je te dis, j'ai fait le choix de faire un stage dans une start-up où j'ai vraiment participé à la création de la boîte, quoi, de A à Z. Et franchement, ça m'a appris énormément de choses. Et pour Gémeo, après, du coup, on l'a mis en place via ça. Donc ça, les stages m'ont aidé. Et surtout aussi, le réseau est quand même parfois assez utile. Mais ça te donne des notions. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que sur le coup, tu ne comprends pas. Et en fait, comme ce n'est pas concret, comme c'est très à la française, souvent hyper théorique, et que c'est des cours comme ça, grandiloquents, tu ne comprends rien. Mais ce qui est rigolo, c'est que je me rends compte maintenant, 7 ans plus tard, que beaucoup de choses en fait, que j'apprenais, notamment en corporate finance, donc pour tout ce qui concerne les levées de fonds, etc., que si j'avais compris réellement, et surtout s'il m'avait donné des exemples plus concrets, qui m'avaient fait travailler sur des cas pratiques, je pense que ça aurait été très utile. Donc je ne dirais pas que l'école de commerce n'est pas utile, c'est que la manière dont c'est enseigné est, je trouve, assez mauvaise, mais dans l'absolu, en fait, les contenus ne sont pas inutiles, si je puis dire. Moi, un des grands trucs qui m'avait beaucoup perturbé à l'époque, c'était un cours d'entrepreneuriat où on te présentait la méthodologie du Lean Startup, etc. Et au final, ton examen, c'était de présenter un projet d'entreprise avec des projections de revenus sur 5 ans. Donc, tu crées un beau PowerPoint avec des belles projections de revenus, etc. Et j'étais déçu qu'on te dise pas, tu vois, voilà, tu vas créer une landing page, tu vas essayer d'avoir 50 personnes qui s'inscrivent sur ton truc, tu vas essayer de bidouiller un petit peu, mettre les mains un peu dedans. Et moi, peut-être qu'une des choses qui m'a, rendu sceptique à cette période-là, c'est que j'étais vraiment entre deux mondes, quoi. J'étais à la fois étudiant en école de commerce et à la fois je me baignais dans les podcasts, dans les blogs, entrepreneuriat, etc. Et il y avait vraiment un contraste entre les deux qui était
qui était assez choquant. Et du coup, j'avais ce côté un peu rébellion, tu vois, contre l'école et contre ce qu'on me donnait. Euh, Assez intéressant. Mais du coup, j'y réfléchis et je réfléchis souvent à la valeur que j'en ai tirée. Et une chose qui ressort pour moi, c'est qu'on avait un cours qui était fantastique, qui était ultra concret, et c'était le cours de négociation. Où le cours de négociation donnait des slides pendant 10 minutes, et puis voilà, vous avez un cas pratique et négocier entre vous, Mmh. quoi. Et je me pose toujours la D'accord. question de, Bah ouais, de toute façon, tout ce qui est pratique, moi, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce qu'un des cours qui a été le plus utile pour moi, je pense, c'est un cours de debating. J'ai fait un cours. J'étais plutôt timide en fait quand j'étais plus jeune. Enfin, j'étais même très timide, il faut le dire. Quand j'étais jeune, j'avais une hantise de parler en public. Les gens ont du mal à croire maintenant parce que je fais un podcast, quoi. Mais en fait, j'étais très timide et à tel point que tu vois, j'arrivais difficilement à parler en cours, ce genre de choses. Et du coup, quand je suis arrivée à HEC, enfin, j'ai essayé de faire du théâtre et tout ça étant plus jeune, j'ai décidé de me prendre en main et donc j'ai fait un cours de debating, ce qui est assez dur parce que c'est des cours où tu parles en anglais et en gros, tu dois affronter une autre équipe sur un sujet. Et ça m'a énormément appris, quoi, la prise de parole en public, à avoir des opinions, les soutenir. Enfin, ça a été vraiment très, très intéressant. Donc, je suis assez d'accord avec toi qu'au final, ce qui compte surtout, c'est la pratique, plus que juste apprendre des choses par cœur. Ça, c'est évident. du coup, moi, du coup, comme je suis un petit peu je suis même carrément dans le domaine où j'essaye d'apprendre aux gens, tu vois, de faire ces contenus-là. Je suis un peu, je rumine un peu sur cette expérience de l'école de commerce et je me dis, mais comment est-ce qu'ils auraient pu faire pour implémenter cette méthode de la négociation, de la mise en pratique, tu vois, ou ce que tu as fait toi avec le débat, comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'implémenter dans plus de matières, de faire travailler pour des cas pratiques. Voilà, c'est plus une réflexion générale, mais Bah, tu sais, aux États-Unis, moi, mon mari a fait un MBA aux États-Unis. En fait, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit un professeur en fait qui dispense son savoir et du coup les élèves sont quand même pas mal dans une situation de consommation assez statique quand même et d'ailleurs souvent s'ennuient. Aux États-Unis, c'est très différent. Je ne dis pas que tout est parfait aux États-Unis, mais moi j'ai été étonnée en étant à des cours là-bas de voir des profs en fait qui donc donner un cas à étudier. Donc, par exemple, tel cas d'une start-up qui est dans une difficulté X ou Y, je sais pas, ils ont un problème RH, etc. Et cetera. Et donc, en fait, tu as 3 ou 4 pages que tu dois lire le jour d'avant. Tu dois étudier vraiment ça. Et il y a des questions qui sont, par exemple, vous, à la place du CEO, qu'est-ce que vous auriez fait? J'en sais rien. Et en fait, les élèves, ensuite, doivent vraiment interagir et vraiment se projeter, tu vois, et pendant le cours, débat, dire, moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais fait ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que chacun, en fait, peut donner une solution. Et en fait, il n'y a pas forcément de meilleure solution parce que, tu vois, il y en a plusieurs, en fait, qui sont peut-être possibles. Et au final, à la fin, le prof dit ce que l'entrepreneur a vraiment fait et si ça a marché ou pas. Et du coup, ce qui est assez génial, si tu veux, c'est que ça te donne vraiment des éléments concrets. Et je pense que comme il y a des histoires derrière, tu t'en rappelles vraiment. Et même nous, dans le cadre de Gemio, via son expérience avec ces cas, mon mari parfois me dit ah bah tu vois ça me rappelle un cas et je me rappelle qu'on avait fait ça, 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 et il s'en rappelle vraiment très bien parce que c'était concret et parce qu'il y avait voilà un élément d'humain, tu vois, derrière. Alors que si jamais c'est juste qu'on t'apprend une formule par cœur, c'est tellement abstrait, c'est très très difficile à implémenter dans la vie réelle, je trouve. donc, qu'est-ce qui a mené à l'idée, du coup, tu avais l'idée déjà que tu voulais devenir entrepreneur, il y a plein de gens qui ont cette idée, et les gens se disent, bah, tiens, je trouve pas d'idée, etc. Toi, il y a un événement de ta vie qui t'a déclenché l'idée. Ouais, bah, donc j'avais pas d'idée non plus et j'étais un peu désespérée parce que je n'en trouvais pas. Donc faut se rassurer sur le fait que c'est pas toujours facile. Et en fait, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard quand mon copain donc, de l'époque m'a demandé de l'épouser. Je lui ai dit oui. Et donc on a été faire le tour de plein de belles joailleries pour acheter une bague de fiançailles parce qu'on n'avait pas de bijoux dans la famille. Et donc ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment le moment où on pensait pas du tout qu'on allait faire du pro, parce qu'on était exactement, enfin, tu vois, il y a difficilement plus personnel en fait que de chercher une bague de fiançailles quand tu te cherches à te fiancer. Et en fait, l'expérience a été tellement décevante par rapport à ce qu'on s'attendait, parce qu'on voulait que ce soit un moment passé à deux, qu'on passe un bon moment. Enfin, nous, on aime bien justement vivre des trucs un peu comme des petites aventures, tu vois, même si c'est pas un truc hyper compliqué, mais on se disait, bon, on va apprendre plein de nouveautés, on va s'intéresser aux pierres. Enfin, on avait envie de pousser le truc un peu loin. Et en fait, on s'est rendu compte que l'accueil était vraiment pas très bon, que c'était hyper intimidant, que les prix étaient hors de prix. Il se trouve qu'on a été en plus, notamment Place Vendôme, parce qu'on s'est dit, il y a un peu un moment dans ta vie où tu y vas, même si on n'achète pas là-bas, a priori, c'est quand même une expérience. Et en fait, il n'y avait pas un seul Français. Enfin, vraiment, c'était que des Chinois, des Russes,
des pays du Golfe, etc. Et on s'est fait franchement pas très bien recevoir en général. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a quand même autre chose qui doit exister. Et en demandant autour de nous, on s'est rendu compte que nos amis avaient tous aussi un petit peu galéré. Très souvent, ils allaient Place Vendôme, qui faisaient faire ensuite chez des joailliers de quartier leur bague de fiançailles sur mesure chez des artisans, mais qu'il fallait connaître l'artisan, que parfois quand c'était raté, en fait, ils se retrouvaient avec la bague, ils ne pouvaient rien faire. Enfin bref, que c'était pas fluide du tout et que c'était un secteur globalement qui était assez vieillot et poussiéreux, ce qui est dommage parce que c'est quand même un secteur qui est plutôt sympathique, c'est quand même des très beaux objets qui sont en général liés à des super occasions, mariage, naissance, etc. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a un truc à faire. Et franchement, assez rapidement, parce que je dirais qu'en peut-être 1 ou 2 semaines après avoir vécu cette expérience, on s'est dit, en fait, on cherche tous les deux à créer une boîte, tentons ça, tentons cette expérience de se dire, on veut essayer de créer une marque de joaillerie. Ça a été très très vite pour nous parce qu'on voulait justement se confronter au réel. On se disait que franchement, il y avait 99% de chances pour qu'on n'arrive jamais même à fabriquer un seul bijou. Et donc on s'est dit, notre idée, c'est de créer une marque de joaillerie nouvelle avec vraiment un état d'esprit plus jeune, plus frais, une volonté en fait de démocratiser, de dépoussiérer ce secteur. Et tout en la rendant, en restant haut de gamme et avec une fabrication française, etc. Ce qui est en fait tout simplement ce qu'on aurait voulu nous avoir comme expérience. Et en fait, du coup, on s'est mis au travail, mais immédiatement, on a travaillé comme des fous et en se mettant des deadlines assez serrés pour avancer. Donc un peu, tu parlais du Lean Startup tout à l'heure, un peu en mode Lean Startup, mais aussi tout simplement parce qu'on était tellement persuadés qu'on n'y arriverait pas qu'en fait, on s'est dit, on ne va pas y passer 10 ans et faire un plan sur la comète pendant 2 ans, tu vois, avant de se lancer. On va essayer de le faire très vite. Et puis au pire, ça se plante, au mieux, ça fonctionne, et puis tant mieux, tu vois. Il y avait un de vous deux qui avait de l'expérience dans ce domaine? Pas du tout. Enfin, pas du tout, parce que moi, comme tu as compris, pas du tout. Et mon mari, lui, il avait fait du conseil. Alors, du coup, il avait bossé, mais en conseil en strat, tu vois. Donc, au contraire, lui, sa grande hantise, c'était de ne jamais avoir rien fait de concret. Et je pense que tous les deux, ayant fait beaucoup d'études ou enfin, lui ayant une carrière dans la strat et moi ayant fait beaucoup d'études, on avait une envie, mais hyper pressante, en fait, de vraiment faire des choses et de produire et de sortir de terre des choses. Et ça, c'était quelque chose, je pense, qui était très, très fort et qu'on a gardé, en fait, parce qu'on aime ça maintenant. Mais je pense qu'on avait une très grande frustration, justement, d'être un peu des bons élèves tous les deux et de pas vraiment faire et de pas créer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé très vite, en fait. Je me demande comment tu passes de l'idée à l'exécution sur un projet comme ça, notamment quand tu n'as pas la connaissance de comment le produit va être fabriqué derrière. Comment est-ce que toi, quand le produit s'est lancé, comment est-ce que vous avez fixé l'objectif? Vous vous êtes dit, voilà, faut qu'on commence par quoi? Trouver un fournisseur, trouver des clients. Comment ça a marché? C'est une bonne question et souvent les gens d'ailleurs ils posent la question de comment tu commences une boîte, tu vois, parce que tu dis tu veux créer une marque de joaillerie, mais en fait tu sais même pas par où commencer. Si tu dis je veux avoir une boîte de 10 millions d'euros, enfin sincèrement c'est impossible de même savoir par où commencer. Et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé par vraiment des petits points d'étape très simples. Le premier point d'étape c'est qu'on s'est dit assez rapidement en fait qu'on voulait que ça soit online. Notre marque pour plein de raisons, notamment parce qu'on n'avait pas d'argent et qu'on savait que du coup on n'allait pas fabriquer des bijoux, faire du stock et ensuite avoir une boutique. Et donc on s'est dit on veut avoir un site internet qui soit capable de vendre des bijoux. C'était vraiment le constat de base au début. Et on s'est dit du coup ça c'est un milestone qui est très simple et on va se donner une deadline qui était de 3 mois. Et donc en fait c'était vraiment la première étape, c'était de se dire on se donne 3 mois pour créer ce site internet et un site internet, on ne dit pas qu'on va réussir à vendre des bijoux, mais en tout cas qu'il soit susceptible d'en vendre. Et donc, en fait, ce qui est génial avec ce genre de point d'étape très simple, tu vois, c'est que tu peux en tirer plein de fils conducteurs. Il faut déjà avoir quelques produits, donc c'est-à-dire qu'il faut dessiner les produits, il faut avoir des pierres, il faut savoir où acheter le métal, il faut trouver les fournisseurs, il faut créer un site internet, il faut avoir un numéro de téléphone pour que le service client puisse répondre, enfin le service client, c'est-à-dire moi, tu vois. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'une fois que tu as, on va dire, un point d'étape qui est assez simple comme celui-ci, tu as juste finalement à backsolver de façon assez précise, mais tu backsolves en fait tout ce que tu as à faire. Et du coup, ensuite, après, tu as juste à remonter et j'allais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, typiquement, moi, je m'occupais plus de la partie, justement, trouver des fournisseurs, dessiner les produits, trouver les pierres, etc. Mon mari, plus de la partie site internet, et son frère, qui, en fait, était en train de commencer un nouveau boulot, mais qui n'avait pas commencé, il avait 2-3 mois d'attente, nous a aidé aussi à ce moment-là et a travaillé aussi avec nous sur la partie site, notamment.
en fait n'est jamais parti d'ailleurs, donc il est aussi associé dans la boîte maintenant. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a fait. Et donc c'est vrai que c'était hyper dur parce que le secteur de la joaillerie, c'est un secteur qui est hyper secret. Enfin, tu vois, trouver des ateliers fournisseurs en France qui acceptent de fabriquer des bijoux alors que je savais rien au monde de la joaillerie. Enfin, quand je les appelais, je connaissais même pas les mots qu'il fallait employer. Je disais des trucs, j'apprenais en fait en passant mes coups de fil. Je me rappelle mes premiers coups de fil, je disais n'importe quoi. Les types me disaient mais attendez, vous voulez dire un certi? Je disais ah oui, certi, c'est comme ça qu'on tient la pierre. Enfin, tu vois, c'était un peu ridicule. Mais en fait, en s'accrochant et en faisant sincèrement des centaines, j'ai fini par trouver un atelier qui a accepté de travailler avec nous. Ça a été un moment un peu douloureux parce que vraiment, c'était pendant l'été, en plus 2011, donc tu te doutes qu'il n'y avait pas grand monde en août qui répondait à nos appels. Mais c'est vrai que devoir s'accrocher comme ça et avoir en fait juste la peur que personne n'accepte de travailler avec nous, ça a été quelque chose d'un peu dur. Mais au final, on a trouvé une personne qui a accepté et qui travaille encore avec nous aujourd'hui. Donc en fait, au final, il y avait des centaines de fournisseurs potentiels, c'est ça? En fait, c'est pas tellement ça. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Mais comme je ne savais rien et que je ne connaissais rien au secteur, j'appelais tous les joailliers de quartier. Donc, Ok, tu vois, d'accord. n'importe quel type qui a chez lui un petit établi de joaillier pour faire une remise à taille ou faire sa propre bague, moi, je me disais, ben, c'est pas grave, c'est pas forcément scalable, mais commençons petit. S'il y en a un qui accepte de le faire, ben, voilà, c'est déjà bien. On pourra ensuite vendre 3 produits, qui était notre deuxième milestone. Et donc, on s'est dit, bon, on va commencer comme ça. Mais même eux, en fait, n'acceptaient pas de le faire parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'en fait, en général, d'ailleurs, ils ne sont pas réellement fabricants, ils peuvent faire un petit peu de rattrapage sur certains bijoux, c'est-à-dire certains éléments, tu vois, de finition, mais ils ne sont pas en général vraiment fabricants. Et en fait, déjà, réussir à trouver les vrais fabricants, ça m'a pris 1 mois et demi, parce qu'en fait, au bout de 150 appels à des ateliers, enfin, pas des ateliers, mais à des individus qui ont leur bijouterie, au bout d'un moment, il y en a un qui m'a dit, non, mais en fait, nous, on fait faire nos bijoux comme tout le monde chez tel et tel mec. Et donc, en fait, j'ai compris. Ensuite, ces gens-là, malheureusement, j'ai compris qu'il fallait avoir des volumes énormes, alors que nous, justement, on voulait fabriquer sur mesure à la commande. Donc, c'était très compliqué d'avoir des personnes qui acceptent de travailler sans volume et sans engagement, en plus dans une boîte qui n'existait à peine, enfin, qui existait à peine depuis 1 mois. Donc voilà, et donc on a juste continué à avancer comme ça, de fil en aiguille en fait, de messages téléphoniques laissés en messages téléphoniques laissés, à tomber sur une personne qui a enfin accepté de me rencontrer et qui a juste pris un pari sur nous, très honnêtement. Tu te souviens du moment où tu as fait ta première vente? Ah ouais, complètement. Bah, c'est toujours un moment, je pense, assez émouvant. Surtout, j'imagine dans le B2B aussi, mais dans le B2C, nous, c'est vrai que ça a été un moment assez fort. Donc, on a lancé le site internet, c'était en septembre 2011. En gros, quand je dis lancé, c'est-à-dire qu'il était live, qu'on l'a mis, on a créé une page Facebook, à l'époque, il y avait à peine Instagram. On l'a envoyé un mail à notre réseau, etc. Et en fait, la première vente d'une personne qu'on ne connaissait pas, sachant qu'à l'époque, on avait quelques bijoux, mais très peu, autour de 300-400 euros, c'est une dame, je me rappelle, qui habite à Angers, qui a commandé une bague. Et je me rappelle très bien parce qu'en fait, j'ai reçu une notification sur mon téléphone où on était en train de dîner, je crois, c'était le soir avec mon mari. Et là, je vois une vente, mais je me dis, c'est pas possible, c'est un bug, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était peut-être, je sais pas, une semaine après avoir lancé le site. Et en fait, on a compris qu'en fait, cette personne juste était tombée par hasard sur notre site, que je pense au bout de la 15e page Google, elle avait dû taper, c'est de la longue traîne, bague en or blanc et topaz. Il y a très peu de topaz, en fait. Il se trouve que nous, c'est une pierre qu'on proposait sur notre site. Donc, elle a fini par tomber chez nous, mais je pense qu'elle a dû faire des heures de recherche sur Google avant de nous trouver. A décidé de passer commande, ce qui quand même est assez improbable parce que notre site était assez immonde. Et ensuite, elle a fait un virement bancaire parce qu'en plus, à l'époque, nous n'avions pas d'autre module de paiement que le chèque ou le virement bancaire. Donc, je te laisse imaginer en termes de conversion à quel point c'était médiocre. Et elle a fait effectivement son virement bancaire et donc on a eu effectivement le paiement. Et ce qui est assez rigolo pour terminer l'anecdote, c'est que en fait, avoir des clients est évidemment absolument clé. Et je regrette beaucoup de voir que beaucoup d'entrepreneurs travaillent sur leurs projets et en fait n'essayent pas d'avoir des clients tout de suite. Alors que nous, tu vois, on a essayé très très rapidement. Parce qu'en fait, on a appris tellement de choses avec cette cliente. Déjà, on a vu qu'on avait un problème, par exemple, sur notre RIB, c'était pas le bon numéro, donc elle a été obligée de nous appeler pour nous dire que le RIB ne fonctionnait pas. Enfin, honnêtement, je ne comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi elle a passé commande, cette personne, mais elle l'a fait.
On a appris en fait, la fabrication. On n'avait jamais fabriqué de bijoux parce que j'avais réussi à négocier un deal avec les ateliers. Ils nous avaient dit OK sur le principe. On n'avait jamais lancé une seule fabrication. Là, enfin, on avait un bijou à créer. On a fait tellement d'erreurs. Le bijou était censé être livré en 10 semaines, ce qui déjà est énorme. Et je crois qu'on a eu au moins 3 semaines de retard. On a fini par... on a perdu un argent pas possible en plus sur ce bijou parce qu'évidemment, on ne savait pas faire nos pricing. Au niveau de la livraison, on a dû tout apprendre sur place. Enfin, réellement, ces premiers clients nous ont vraiment énormément appris et en fait, on crée la boîte telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment compris ce qu'il fallait qu'on fasse ou pas à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que quand je pense qu'il y a des personnes qui essayent de réfléchir et vraiment de faire les choses uniquement de façon complètement théorique, t'as beau être très intelligent, être confronté à beaucoup d'experts, franchement, en fait, il n'y a rien de tel quand même que d'avoir des clients qui vont te dire que telle chose ne fonctionne pas, quoi. Entre 2011 et aujourd'hui, ta courbe de croissance, elle ressemble à quoi? Je sais que sur les dernières années, en tout cas, tu as eu une force croissance sur Gemio. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça marchait directement? Alors, en fait, la première année, donc 2011, tu vois, on a lancé en septembre 2011, donc honnêtement, la première année, oui, il y avait une croissance parce qu'on partait de zéro, mais c'était vraiment, je dirais que 2011-2012, ça a vraiment été des années de setup pour nous. Donc, on voulait toujours, et c'était important pour nous, d'avoir des clients pour continuer à apprendre, pour continuer à s'améliorer. On travaillait de chez moi, on envoyait les colis de chez moi. Enfin, tu vois, c'était quand même très, très, très artisanal. Et ça, on l'a fait parce que on voulait en fait vraiment mettre en place des partenariats à la fois au niveau des approvisionnements en pierre, en métal et au niveau des fournisseurs. C'est vrai qu'on crée un produit. Donc, en fait, au niveau, tu vois, des processus, on était quand même obligé de se roder un petit peu. Au niveau des designs de produits aussi, il fallait qu'on en crée. Donc, je dirais que les 2 premières années, ça a vraiment plus été du setup. On a créé enfin un site internet qui était un petit peu plus performant. Et on a fait une première levée de fonds pour commencer à nous payer un petit peu au bout de 9 mois à peu près, et puis commencer à pouvoir investir aussi sur, notamment acheter un site internet qui soit un peu plus professionnel que celui qu'on avait. Mais en fait, la véritable croissance a commencé plutôt à partir de 2013, quand on s'est mis à plus investir en marketing. Donc, on a commencé à là vraiment décoller. On avait des croissances à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais de 100% par an, c'est sûr. Et jusqu'à 2016, on était autour de 100% par an. Maintenant, quand même, ça a baissé. Forcément, quand tu arrives à un certain volume, ça baisse. Mais c'est vrai qu'on reste dans une optique de croissance forte par rapport à des marques de joaillerie. Après, par rapport à des boîtes, tu vois, qui sont complètement dématérialisées, non, on fait pas du 150% de croissance par an comme d'autres le font. C'est pas notre état d'esprit, parce que nous, en fait, l'idée, c'est que les clients, on essaie de créer de la récurrence, qu'ils soient vraiment satisfaits. On est obligé quand même de produire, d'acheter des pierres, etc. Donc, il y a une vraie problématique logistique qui fait qu'on peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi et d'exploser en vol. Tu as fait combien de levées de fonds en tout? En tout, on a fait 3 levées de fonds. On en a fait 2 avec des business angels assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte que déjà on voulait tester des choses et on savait que sans argent ça serait plus difficile de tester. Ça c'était quelque chose qu'on a voulu faire assez tôt. Donc c'est une première donc fin 2011 justement et une deuxième en juillet 2012 qui était au total pour 1 million d'euros sur ces 2 levées de fonds. Et c'était vraiment des business angels. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des écoles de commerce, à quoi ça sert? C'est vrai que le réseau de l'école de commerce a été assez utile sur les levées de fonds. Donc ça peut être un atout. On en a fait une troisième en 2013, justement, quand on avait réussi un peu à prouver le modèle, à montrer qu'on était vraiment en train de créer une marque, qu'on était capable de créer des produits, etc., de les vendre, d'avoir des clients qui étaient satisfaits. Là, on a été voir un fonds, et donc on a levé des fonds avec Alven Capital en 2013, autour de 3 millions d'euros avec eux. Donc au total, à peu près 4 millions, ce qui est important, mais qui n'est pas du tout, par rapport à beaucoup d'autres boîtes, c'est quand même assez faible au final. Si on se met dans la perspective d'un business angel, surtout si on est fin 2011, quelle est sa motivation pour investir avec toi? Je pense qu'ils se sont rendus compte que, faut quand même se dire qu'en 2011, il n'y avait aucune marque digitale, enfin les fameuses DNVB, les Digital Native Vertical Brands, comme Cézanne, comme nous. En fait, on a tout été un peu créé en même temps, certaines un peu plus tôt, mais globalement, c'est vrai que c'était un nouveau concept qui n'existait pas trop et qui, je pense, intéressait beaucoup les investisseurs parce qu'ils se disaient que voilà, il y avait moins de problématiques de brick and mortar et donc ça allait être moins coûteux et donc en termes de rentabilité, ça pouvait être intéressant.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le luxe sur Internet, ça n'existait pas. Il faut se dire qu'en 2011, des marques comme Cartier, comme Chaumet, etc., avaient des sites Internet flash où il n'y avait pas la possibilité d'acheter un bijou, tout simplement. Les prix n'étaient pas indiqués, il n'y avait pas d'ajout au panier, enfin, c'était pas possible. Il fallait appeler le service clientèle et ensuite aller en boutique. Et du coup, je pense que l'opportunité de disrupter le marché du luxe et de la joaillerie en particulier, qui est un très gros marché, ça a été quelque chose qui a beaucoup intéressé nos investisseurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs. De la même manière qu'il y a des marques comme Made.com qui ont vraiment changé la façon dont on achète un meuble aujourd'hui, on a essayé de faire la même chose avec de la joaillerie en disant comme on va être online et qu'on va fabriquer les bijoux sur mesure, ce qui est possible uniquement parce qu'on a un site internet et qu'on n'a pas de stock. Donc en fait, concrètement, on a des images sur le site qui sont des produits existants, mais les clients les commandent et on fabrique les bijoux uniquement à partir du moment où il a passé commande. Il y a un délai de fabrication donc d'à peu près 2 semaines. L'avantage, c'est que du coup, on ne porte pas le stock ou très peu de stock peut-être sur les pierres, etc., mais assez peu de stock sur le produit fini. Ça nous coûte beaucoup moins cher et donc on peut proposer des prix qui sont beaucoup plus attractifs pour les clients pour une même qualité. Et donc ce business model-là, je pense, a été assez apprécié par les investisseurs. Ils se disaient qu'il y avait une vraie valeur ajoutée, que ce n'était pas juste essayer de créer la énième marque de joaillerie, tu vois, d'un petit créateur qui essaye d'émerger, mais vraiment de repenser le business model de la joaillerie. Et ça, je pense que ce genre d'approche qui est plus business, on va dire, que uniquement créative, même s'il faut avoir une partie créative aussi sur le produit, ça a beaucoup intéressé les investisseurs. Quels ont été les canaux marketing principaux historiquement? Je veux dire, sur les différentes années, au départ, j'imagine que tu avais une partie des gens que tu connaissais, une partie de bouche à oreille. Comment ça s'est développé au fil du temps sur les canaux marketing? Alors au début, c'est vrai qu'on n'avait tellement pas d'argent qu'en fait, on était obligé de complètement bootstrapper et de faire tout seul. Et donc, ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent, c'est qu'on essaye les réseaux sociaux. Mais une fois de plus, à l'époque, c'était quand même pas du tout la même chose. L'avantage, c'est qu'on émergeait plus facilement. Donc, on a essayé de faire, par exemple, des campagnes un peu buzz sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. On avait fait, par exemple, une espèce de galerie des horreurs des cadeaux. Et en gros, on demandait aux gens de poster des images de leurs photos, de leurs cadeaux les plus pourris, donc un peigne pour chaud, tu vois, des trucs horribles. Et en gros, on avait fait une campagne qui avait pas mal marché, justement, où on avait fait monter un peu le truc et on avait offert des bijoux aux personnes qui avaient envoyé les photos les plus atroces pour justement un petit peu faire en sorte qu'elles soient pas si tristes d'avoir des cadeaux ratés. Donc on a fait des campagnes un peu de buzz comme ça. On a aussi beaucoup travaillé très tôt deux supports qui sont intéressants quand on n'a pas d'argent, ou en tout cas ils étaient beaucoup à l'époque. Premièrement les RP et deuxièmement les blogs. Les blogs, en fait, en 2011, il y en avait très peu. Ils étaient beaucoup moins connus que maintenant. Et en fait, les blogueuses étaient beaucoup moins habituées, entre guillemets, à être payées pour tout ce qu'elles postaient. Et donc, il y avait une vraie démarche authentique d'intérêt. Il se trouve qu'en plus, le secteur de la joaillerie ne s'intéressait absolument pas aux blogueuses. Considérait qu'en fait, c'était peut-être un levier un peu cheap. Et du coup, quand on a commencé à démarcher les blogueuses, même si c'était parmi les blogueuses les plus importantes de France, on a eu tout de suite un bon retour, notamment parce que je leur ai proposé en fait de co-brander et de créer des bijoux avec nous. Et en fait, donc on a deux très grosses blogueuses, Hélène de mon blog de filles et Colline et pourquoi pas Colline, qui sont franchement parmi les plus grandes blogueuses françaises, en tout cas les plus anciennes et continuent aujourd'hui à avoir de très très grosses audiences. Ont accepté en fait de co-créer ces bijoux avec nous et d'en parler et de faire des vidéos gratuitement. C'est-à-dire qu'on leur a offert le bijou, mais c'était tout. Donc c'était quand même une opération en termes de rentabilité qui était monstrueuse, parce qu'évidemment après derrière en termes de notoriété, de trafic et même de vente, ça a été très important. Et l'autre levier qu'on a utilisé, c'était les RP. Et là, c'est assez simple. Donc, les relations presse, c'est que en fait, j'étais convaincue que comme on avait vraiment une approche assez différente du secteur de la joaillerie, on pourrait avoir de la presse. Et donc, là, il fallait prendre son bâton de pèlerin et tout simplement essayer de démarcher un maximum de journalistes. Donc, j'envoyais des centaines de mails à des journalistes en leur expliquant notre démarche. Et on a commencé à avoir des beaux papiers. Je me rappelle d'un papier qu'on a eu assez tôt, on l'a eu dès le mois de septembre, donc très très tôt par rapport à l'histoire de la boîte, dans les Échos. Et franchement, ça a été un super boost pour nous, parce que déjà en termes de visibilité, même en termes de nous-mêmes nous rassurer sur le fait que les Échos parlent de nous, ça crée en fait
une certaine confiance en fait dans la marque et nous-mêmes, je pense, ça nous a rassurés au niveau de la levée de fonds qui s'est produite après. Donc ce genre de démarche en fait entièrement gratuite, un peu de guérilla marketing. Enfin, t'es plus expert que moi, mais c'est vrai qu'on a fait ça très tôt parce qu'on n'avait tout simplement pas de moyens et de la contrainte, je pense, naît aussi pas mal la créativité. Donc en fait, on essayait d'être créatif sur les leviers qu'on pouvait exploiter à l'époque. C'est sûr que maintenant, je pense que le blog, c'est beaucoup plus compliqué. L'ERP, ça peut toujours fonctionner. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, il faut toujours essayer d'être créatif. Et c'est pas parce qu'après, tu as de l'argent, tu as levé des fonds qu'il ne faut pas quand même essayer d'avoir des opérations qui peuvent être voilà, très cost-effectives parce que souvent, en fait, justement, c'est les plus créatifs. Donc, on essaie de se forcer à continuer à faire ça. Quelles ont été les portes que tu as exploitées en premier une fois que tu as levé de l'argent? Alors, ce qu'on a voulu faire avec cette levée de fonds, vraiment, je dirais le point de départ de la levée de fonds, c'était de créer un vrai site internet qui fonctionne. L'autre, si tu veux, c'était un blog WordPress qu'on avait repris. À l'époque, il n'y avait pas encore Shopify. Il n'y avait pas Shopify, donc c'était un blog WordPress. C'était un blog WordPress, donc honnêtement, c'était quand même pas parfait. Compliqué Et pour le du coup, on est e-commerce. passé. Ouais, c'était un peu compliqué. Enfin, on se débrouillait, mais c'était vraiment pas fait pour. Et ensuite, on est passé donc sur Magento, donc beaucoup plus solide. Mais ça nécessitait de l'argent. En plus, on n'avait pas de dev en interne, enfin aucun de nous trois. Mes deux associés sont ingénieurs, mais ils ne savaient pas coder non plus. Donc l'idée, c'était que voilà, on passe par une agence et ça coûte de l'argent. Donc on avait besoin d'argent pour faire ça. On avait aussi besoin de commencer à acheter un petit peu de stock de pierres. Et donc ça nécessitait aussi un peu d'argent. On avait envie de dépenser en marketing, on avait envie d'avoir des bureaux, on avait envie de recruter. Donc en fait, c'est vrai que la première levée de fonds, ça a vraiment été une levée de fonds assez structurante pour nous, à la fois au niveau du site, au niveau de l'équipe, donc bureau, etc. Et au niveau du marketing, on a commencé à investir, mais encore très très peu. Je dirais que c'est plus à partir de la deuxième levée de fonds que vraiment on a commencé à investir en marketing. Avant ça, c'était vraiment très faible. Dans quoi est-ce que vous avez investi en marketing? Alors essentiellement, en fait, on a investi sur deux leviers au début très très tôt. Je pense que là-dessus, on a été assez précurseur, en tout cas dans notre secteur. C'est d'abord le SEO. Alors, tu vas me dire, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent, mais quand même, il en faut un petit peu. Parce qu'on avait conscience que sur des mots-clés importants et très concurrentiels comme bague de fiançailles, bague diamant, etc., il fallait qu'on soit bien positionné, donc on l'a fait très tôt. Et sur AdWords aussi. Donc en fait, on a essentiellement travaillé à ce moment-là, parce que Facebook Ads n'existait pas à l'époque, il faut quand même le dire, assez tôt en fait. Donc on a commencé à travailler sur AdWords pour essayer de ramener du trafic. Et c'est vrai que assez rapidement, ça a décollé parce qu'on avait certains mots-clés qui étaient très pertinents et qui fonctionnaient bien par rapport à notre site. Et du coup, tu disais qu'à l'époque, Facebook Ads n'existait pas quand elle est arrivée. Vous avez tout de suite sauté dessus ou quand vous l'avez adopté? On l'a fait assez tôt. Après, je vais être honnête, on n'a pas été les meilleurs sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je pense que là-dessus, on est un petit peu en retard et on y travaille d'ailleurs énormément pour renverser la vapeur. Mais oui, on est quand même passé dessus assez rapidement. Assez rapidement. Après, c'est vrai que la joaillerie, c'est un secteur qui est très particulier parce que les gens n'achètent pas des bijoux sur un coup de tête. Ils achètent des bijoux après des mois de maturation, si tu veux, après des mois où ils se disent « Ah, est-ce que je l'achète, je l'achète pas ?» On a un panier moyen qui est à 1 000 euros. C'est très particulier en fait comme segment. En plus, on a en général un tunnel d'achat qui est particulier parce qu'on a la femme qui est prescriptrice, qui va aller sur notre site, qui va adorer ce qu'on fait, etc. Et en fait, c'est l'homme qui achète. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche qui est faite à deux. Du coup, là, d'ailleurs, le tracking est assez compliqué parce qu'en fait, on a, si tu veux, 70% de notre trafic qui est féminin sur notre site et 70% de nos conversions qui sont masculines, qui ne sont pas faites du même ordinateur, donc c'est complexe. Et du coup, c'est vrai que sur Facebook, on avait un peu peur que ça soit du push qui soit peut-être pas forcément... le côté très héroïste de Facebook avec du push et je pense adapté à de l'achat d'impulsion, ce qui n'est absolument pas le cas en fait de nos produits qui sont en général pas des achats d'impulsion. Donc c'est vrai qu'on avait un peu un a priori négatif. Donc je pense que c'est pour ça qu'on s'y est mis tôt, mais qu'on l'a pas poussé tôt. Et en fait, c'est en voyant des résultats plutôt positifs qu'on a continué à investir dessus et qu'on continue à le faire aujourd'hui, et Instagram aussi, etc. Donc aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Après, nous, on est assez convaincus qu'en fait, dans notre tunnel d'achat, en fait, il faut beaucoup de points d'étape et c'est pas un seul point en fait qui va faire la conversion.
En fait, une personne qui achète un bijou chez nous, elle a vu une pub dans le métro, elle a fait une recherche sur Google, elle t'a vu sur Facebook, et ensuite elle a été retargetée sur Criteo, par exemple, et elle a pu écouter ton podcast et m'entendre parler. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va faire que quand elle a une envie d'un bijou, elle va penser à nous. Beaucoup plus que juste, elle a vu une jolie pub d'une bague à 1 000 € et elle va se décider de l'acheter. Du coup, par rapport à ce tunnel d'achat qui est assez long, où il y a deux personnes qui décident, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir. Comment est-ce que ça s'implémente dans le marketing que vous faites pour prendre ça en compte? C'est extrêmement compliqué. Franchement, on a testé plein de choses. On a testé des pondérations. Euh, on a testé beaucoup de choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens parfaits pour traquer nos conversions. Quelque chose qu'on fait qui fonctionne très bien, c'est qu'en fait, comme on est sur un panier moyen à 1 000 €, on a malgré tout beaucoup moins de volume que quelqu'un qui vend je sais pas, des petites culottes à 20 € ou 10 €. Et du coup, en fait, comme on essaye d'apporter un service qui est vraiment exceptionnel à nos clients, on les appelle tous pour les remercier de leur commande. On leur demande s'ils ont besoin d'un petit mot personnalisé, pour qui est le cadeau, etc. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur nos clients, ce qui est très intéressant parce qu'ensuite, du coup, on va pouvoir utiliser ça en CRM, mais aussi leur apporter un meilleur service. Et enfin, on leur demande très souvent comment ils nous ont connus. Alors, c'est extrêmement biaisé parce qu'en général, ils vont juste se rappeler d'un élément, ils ne vont pas dire tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont fait du Facebook, du AdWords, ils t'ont vu dans le métro, etc. Mais ça nous permet quand même d'avoir une tendance générale. Donc ça, c'est un premier point qu'on utilise. Le deuxième, notamment pour tout ce qui est RP, je dois dire, et affichage, en fait, c'est assez utile parce que sinon, tu le vois quasiment jamais. Enfin, tu ne peux pas le traquer, en fait. Donc ça, on arrive à le traquer de cette manière. Et après, on utilise évidemment Analytics pour traquer ensuite les conversions. Mais comme je te disais, c'est vrai que même si on voit toutes les différentes étapes, on a un vrai enjeu qui est le changement d'ordinateur, le fait que ça prend des mois de se décider. Et donc, on sait très bien qu'on a un gros gap en fait, de compréhension en fait, sur notre tunnel. Donc, le meilleur moyen pour nous de travailler ça, c'est de parler beaucoup à nos clients. Et donc, un des bénéfices d'avoir ouvert des boutiques, c'est que maintenant, en fait, on peut parler beaucoup plus à nos clients parce qu'en fait, on passe en moyenne 1 heure avec eux quand ils viennent à la boutique. Et donc, leur poser des questions concrètement sur quel a été leur processus de décision, justement, comment ils se sont décidés à venir chez nous, par quelles étapes ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié. C'est quelque chose qu'on fait énormément et qu'on remonte, qu'on a complètement automatisé. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir énormément d'insights clients qui sont plus qualitatifs que quantitatifs, mais qui sont quand même assez essentiels pour nous. Et du coup, quel est le rôle, par exemple, de l'email là-dedans? Il est quasi inexistant. On l'a testé, hein, bien évidemment, on l'a testé beaucoup. Nous, en fait, on a une marque qui ne fait pas de code promo parce qu'on essaye de rendre la joaillerie de qualité accessible, certes, mais justement, en fait, on a une démarche en fait qui est vraiment celle d'une marque de joaillerie haut de gamme. Et donc, du coup, ce que ça signifie, c'est qu'on ne veut pas faire de remise parce qu'on a l'impression que ça dévalorise nos produits et que, surtout, notamment sur Internet, les clients ont toujours l'impression que s'il y a une remise à un moment-là, il y en a une autre un mois plus tôt, il y en a une un mois plus tard, et que du coup, ça te force, si tu veux, à passer commande tout de suite. Mais en revanche, tu sais jamais réellement si jamais tu vas pas te faire avoir, entre guillemets. En fait, tu n'as jamais envie d'acheter un bijou à prix coûtant, quoi. Enfin, un prix sans remise. Donc, du coup, on a complètement banni les remises. Tout ça pour dire que l'emailing sans remise, ça n'a pas énormément d'intérêt. Enfin, en tout cas, nous, on a constaté que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc après, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on travaille notre base qui est très qualitative pour le coup, parce qu'on n'a jamais fait d'acquisition, forcenée d'emailing. Par contre, on travaille très bien notre base client-prospect avec différents segments et ça fonctionne plutôt bien. Une conversation intéressante que j'ai eue récemment sur le podcast, c'était avec Christophe Opey qui vend des montres de luxe. Il a créé la première marque de montres en Australie. Et je discutais avec lui de comment est-ce que tu fais pour vendre une montre ou un produit aussi cher sur Internet. Et il avait l'air de dire qu'en fait, voilà, les gens étaient extrêmement confortables de simplement pouvoir voir une photo d'un produit. Et au final, ça les intéresse pas forcément. Ils n'avaient pas forcément besoin de le toucher avant. Et ça a été une assez grande révélation pour moi. Comment est-ce que cette dynamique-là, elle joue par rapport au produit que toi tu vends? Est-ce que les gens ont l'impression d'avoir besoin de le voir? Comment est-ce que tu fais pour leur donner l'impression ou leur donner la sensation qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train d'acheter? Comment est-ce que tu gères cet aspect? C'est une très bonne question. Nous, assez tôt, quand même, on a eu la sensation que
que c'était pas facile, mais que c'était possible de vendre des produits chers sur Internet. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de prouver. Après, on avait un peu en permanence des personnes qui nous disaient quand même, c'est pas simple, on n'arrive pas à se projeter. Essayer un bijou, c'est quand même important parce qu'on a besoin de savoir si ça nous va au doigt, etc. C'est quand même quelque chose, peut-être même plus qu'une montre, où la femme a vraiment la sensation qu'elle va garder le produit toute sa vie. Et donc, elle a vraiment, vraiment envie que ça lui plaise. Je pense que c'est peut-être aussi un tout petit peu plus personnel qu'une montre au sens où ça peut réellement bien t'aller ou pas, alors qu'une montre, au final, bon, je m'y connais moins bien, mais j'ai la sensation quand même que c'est un petit peu plus standard, on va dire, sur un poignet. Et donc, la joaillerie, je pense, est peut-être un peu moins adaptée. Après, du coup, ce qu'on a fait, c'est assez simple. C'est qu'on a commencé par vouloir vraiment avoir presque recréé, si tu veux, la sensation que les clients puissent toucher le bijou en ayant des photos d'extrêmement bonne qualité. Donc, au niveau notamment de tout ce qui est vraiment qualité, je veux dire, d'image HD, etc. On a beaucoup investi justement sur la qualité. Les bijoux sont très zoomés. On passe beaucoup de temps à les retoucher pour qu'on puisse vraiment zoomer dessus et qu'ils soient très très près. Au niveau des photos portées aussi, on en fait beaucoup. On est en train de mettre en place, par exemple, actuellement de la vidéo où les bijoux vont tourner pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble, si tu veux, de façon statique. Ça, c'est la première étape et c'est très important. Au niveau des textes aussi, sur tous les contenus, si tu veux, qui concernent les bijoux, vraiment, l'idée, c'était de se dire, on va essayer de faire en sorte que le client, même s'il est à distance, il ait presque l'impression que le bijou soit dans une vitrine, si tu veux, et qu'il le voit au travers d'une vitrine. Il ne le touche peut-être pas, mais il a presque l'impression que c'est au travers d'une vitrine. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième, qui est venue assez tardivement, finalement, parce que c'est arrivé en 2015, c'est qu'on a fini par ouvrir des boutiques, des showrooms plus exactement, notamment le premier à Paris dans le 6e, rue de Seine, parce qu'on avait tellement de clients qui nous disaient « j'ai du mal à me projeter, c'est difficile, j'arrive pas à passer commande, même si vous offrez la remise à taille ».